Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est pour moi un honneur d'être présent. Donc, je suis Franck Brochery. Je suis chercheur donc, au laboratoire Sport, Expertise et Performance donc, à l'INSEP, spécialisé en stress environnemental. Donc, j'aurais pu vous parler d'acclimatation à la chaleur, vu les conditions actuelles. J'ai pris le choix de vous parler justement d'hypoxie pour la simple raison que l'acclimatation à la chaleur est effective. Vous l'avez vu sur la préparation des Jeux Olympiques. Par contre, l'entraînement en utilisant le stress thermique est assez balbutiement. Alors que sur l'utilisation donc, de l'altitude ou du stress hypoxique, on a quand même de belles avancées qui ont été faites. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc la charge aussi de l'accompagnement scientifique à la performance de tout au sein du laboratoire pour accompagner donc, les pôles et les fédérations que l'on couvre à l'INSEP. Et par le passé, j'ai été préparateur physique, d'où l'honneur d'être présent sur ce DUPP, puisque ce parcours m'a amené à travers le monde sur différentes actions donc, et accompagnement d'athlètes. Donc je profite de cette situation pour honorer la mémoire de Gilles Cometti, qui a été un de mes mentors. Donc j'ai fait ma formation initiale au STAPS de Dijon. Et donc il a contribué via l'écriture, donc en particulier de ses ouvrages, mais aussi sur ses travaux. Donc Jacques a parlé de méthode par contraste, donc l'entraînement bulgare que vous pouvez retrouver dans ses livres. Et puis il a contribué donc avec d'autres travaux, la pliométrie, l'entraînement intermittent, et puis aussi l'électrostimulation. Donc tous ces outils qui participent en fait au développement. Donc j'aime bien reprendre la représentation de Gundlach, qui participe donc au développement de ces différentes qualités physiques qui sont interreliées. Vous avez pu le voir sur les différentes présentations aussi. En ce qui concerne donc le stress environnemental, et en particulier l'altitude ou l'entraînement hypoxique, qu'est-ce que ça peut apporter justement dans la préparation physique? Et en fait, si vous regardez sur la littérature scientifique, vous voyez que depuis les années 50, même plus précisément 45, le premier article qui a été publié, et avec les mots-clés hypoxie et exercice, vous avez quand même un nombre croissant sur la thématique et qui prouve bien l'intérêt de l'exercice. Et Karpovitch, en 59, était l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir questionné l'avantage d'utiliser donc l'exposition à l'altitude pour améliorer la performance au niveau de la mer, en particulier dans les disciplines d'endurance. Et ça a été validé quelques années plus tard par des auteurs américains sur la thématique. Vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être vu sur d'autres présentations, mais en fait, ce sont vraiment les Jeux de Mexico qui ont été déclencheurs de l'utilisation de l'altitude. Pour la simple raison, et si vous regardez sur ces résultats de performance, donc sur ces Jeux Olympiques, vous constatez tout de suite qu'aucun record sur les disciplines d'endurance n'ont été battus et que les médailles ont été gagnées par des athlètes qui étaient déjà acclimatés à l'altitude, qui venaient donc des plateaux africains. Et à l'inverse, les athlètes non acclimatés, tels que l'Australien Ron Clark, ont subi le contre-coup et les effets délétères de l'altitude puisque non acclimatés. Un autre point intéressant, c'est que à l'autre extrême donc, du continuum énergétique de nos activités, les disciplines explosives ont bénéficié, de records battus pour la simple raison que la baisse de la densité de l'air participe à ce type de performance et que, en plus, notre organisme va bénéficier d'une activité supplémentaire du processus anaérobie. Donc on a deux valences sur lesquelles on va pouvoir jouer. D'un côté, l'acclimatation à l'altitude, et de l'autre côté, le fait d'utiliser des exercices en hypoxie pour améliorer la performance. Donc les premières méthodes qui ont été développées, vous les avez en jaune, ce qu'on appelle donc le LHTH, vivre en altitude, s'entraîner en altitude.
Et puis le LHTL qui est actuellement le gold standard dans la thématique, donc vivre en altitude et s'entraîner en plaine, pour la simple raison, vous le verrez sur des slides qui suivent, qu'on va garder des intensités d'entraînement qu'on n'aura pas si on reste en altitude. Ensuite, donc, tout peut être réalisé en conditions naturelles, avec des contraintes, bien évidemment. Si vous faites du LHTL, vous avez besoin de redescendre en plaine pour vous entraîner. Et le développement des différentes technologies, donc soit de la dilution d'azote, soit de la filtration d'oxygène, permettent de simuler les conditions altitude dans n'importe quel environnement. Donc ça a participé aussi au développement de ces méthodes chroniques. Alors, sans rentrer dans les détails, les mécanismes sur ces méthodes chroniques, vous le voyez à l'écran, c'est la réponse érythropoïétique, et elle se fait tout simplement parce que la baisse donc, de pression inspirée en oxygène et la cascade de l'oxygène dans l'organisme va diminuer la pression artérielle de l'oxygène, qui induira donc une multitude de changements moléculaires qui sont générés par IF1-alpha, donc qui est vraiment le facteur inducible à l'hypoxie et qui déclenche les réponses physiologiques et les adaptations qui vont en courir. Et le facteur principal que généralement on regarde sur des altitudes et des expositions chroniques, c'est la masse en hémoglobine qui va augmenter, va permettre d'avoir une meilleure capacité à transporter l'oxygène et, in fine, permettra d'améliorer la performance avec le facteur principal observé, la VO2 max ou des temps d'effort. Donc je vais juste vous présenter deux types de méthodes chroniques. Donc là, l'étude Princept qui a été menée par Levin, qui a pris 3 groupes d'athlètes répartis de la façon suivante. Donc un premier groupe qui allait vivre en montagne et s'entraîner en montagne. Un deuxième groupe qui allait donc effectuer la méthode LHTL, exposition chronique en altitude, et redescendre en plaine ou à des altitudes plus basses pour s'entraîner. Et un groupe contrôle pour comparer l'ensemble des effets. Donc vous avez les différents points de mesure, une lead-in période et des tests réalisés après et avant, 4 semaines d'entraînement, avec donc des athlètes, je ne vous l'ai pas dit, impliqués d'endurance de bon niveau. Cette expérience a été répétée avec des athlètes de haut niveau, avec les résultats similaires. Mais je ne vous les présenterai pas aujourd'hui. Donc en termes de résultats, vous voyez donc à votre gauche la consommation maximale d'oxygène. Donc très logiquement, notre groupe contrôle n'a pas d'effet, n'a pas de changement, n'observe aucun changement. Par contre, les deux groupes qui ont été exposés de façon chronique à l'altitude augmentent significativement leur performance, donc en tout cas leur consommation maximale d'oxygène. Et à droite, vous avez donc une performance sur un 5000 mètres. Et là aussi, vous avez des effets bénéfiques avec ces deux méthodes hypoxiques, mais un effet supplémentaire en faveur de la méthode donc LHTL, raison pour laquelle c'est le gold standard, et comme je vous l'ai dit, parce qu'on maintient la qualité d'entraînement qu'on ne peut pas avoir en altitude. Alors, pour être tout à fait transparent, bien évidemment, ça marche, ça a été démontré, mais il y a aussi des études qui ont prouvé le contraire. Donc Siebenmann, en 2011, a reproduit avec des athlètes de bon niveau également, sur 4 semaines d'exposition, donc là sur de l'hypoxie normobar, en utilisant des simulateurs, des chambres, 16 heures d'exposition, donc en général on préconise d'être toujours à plus de 12 heures d'exposition pour générer les adaptations, et des points de mesure avant, plus en fait différents points de mesure pour voir la cinétique des effets après cette intervention. Et contre toute attente, comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas observé de changement donc, sur la masse en hémoglobine, et de la même façon, n'ont pas observé de changement à la fois sur la VO2 max ou sur de la performance sur un exercice. Du coup, le postulat, c'était que les athlètes qui ont déjà des niveaux de masse en hémoglobine très élevés
parce qu'on peut aussi le développer par l'entraînement, sont moins aptes ou ont une capacité limitée à augmenter leur masse en hémoglobine suite à une exposition en altitude. Et pour vérifier cela, on a repris des données que nous avions. Donc ici, premièrement, en faisant la relation entre les changements de la masse en hémoglobine suite à un camp LHTL chez des joueurs de sport co et chez des athlètes d'endurance, que l'on a donc rapporté par rapport à leur niveau initial en masse en hémoglobine. Et comme vous pouvez le voir, on a une régression légère, significative, donc qui prouve qu'effectivement il y a un effet, mais qu'il est relativement trivial et que, comme vous le voyez, avec la répartition des points, on a la possibilité malgré tout de pouvoir augmenter son niveau d'hémoglobine masse. Et les deux autres graphes nous ont permis, en reprenant les différentes études, donc 19 études publiées sur le sujet, à la fois de refaire ces régressions entre les changements en hémoglobine masse et le niveau initial, et de constater qu'on a de toute manière des changements positifs qui peuvent être moindres, bien évidemment, si le niveau initial est plus important, mais la possibilité quand même de booster ces paramètres précis. Et l'autre point important que je voudrais vous mentionner, c'est que ces effets sont particulièrement liés à ce qu'on appelle la dose hypoxique, soit le niveau d'altitude et ou la durée d'intervention. Et donc c'est primordial pour, vous le voyez, sur des doses plus importantes, on aura des gains plus importants. Donc c'est un point primordial à considérer quand on fait de l'acclimatation. Donc pour terminer sur cette première partie que j'ai appelée méthode traditionnelle, donc exposition chronique, vous pouvez constater que l'acclimatation est nécessaire, est obligatoire si vous avez à réaliser une compétition en altitude. Et d'autre part, même si c'est controversé, on a ces méthodes chroniques qui fonctionnent également pour améliorer la performance au niveau de la mer, donc notamment via l'amélioration de la masse en hémoglobine et de la VO2 max. Donc si je reprends le panorama des méthodes d'entraînement en hypoxie, on est parti donc de deux méthodes chroniques, et puis assez rapidement on s'est dégagé deux méthodes d'entraînement, le IHE, le IHT, donc regroupés sous une dénomination LLTH, vivre en bas, s'entraîner en haut. Et ces deux méthodes ont été testées, j'y reviendrai, mais au fil des années, et très rapidement, vous voyez 2007, et au jour d'aujourd'hui, voilà le... Alors, pardon, j'ai oublié, l'idée principale, c'était non pas de jouer sur la réponse érythropoïétique, mais de jouer sur d'autres facteurs, donc au niveau central et au niveau périphérique. Vous le verrez par la suite. Et voilà, aujourd'hui, où nous en sommes avec ces différentes méthodes sous la dénomination LLTH. Donc vous pouvez lire ce graphe de différentes façons. On a des expositions ou des interventions passives et des interventions, ce qu'on appelle hypoxie locale. Donc professeur Duchâteau en a parlé. Il a parlé donc du KATSU, c'est aussi ce qu'on appelle le BFR, donc l'occlusion vasculaire, ou l'IPC, qui est du préconditionnement ischémique. Donc c'est deux méthodes différentes avec donc des niveaux d'occlusion différents. On va couper le circuit vasculaire complet dans le cadre de l'IPC. Et sur le BFR, comme Jacques l'a expliqué, il reste du flux. Et donc il y a quand même un stress métabolique, mais qui est différent de celui de l'IPC. Les objectifs sont différents. Je n'irai pas plus loin sur ces aspects parce qu'on est pris par le temps. Mais ce sont des méthodes qui fonctionnent. Vous le verrez, il y a juste une petite slide sur le BFR. L'IHE, pareil, je ne vous le présente pas pour la simple raison. Donc la dénomination, c'est exposition intermittente à l'hypoxie, mais de façon passive. Donc comme vous l'avez vu sur les méthodes traditionnelles d'acclimatation, vous pouvez bien suggérer que les durées d'intervention, donc c'est en moyenne 1 heure par jour, ce n'est pas suffisant pour induire les adaptations physiologiques qu'on a pu voir. Donc, c'est plus ou moins arrêté. Et puis, sur les activités, les modalités d'intervention actives, vous avez toute une panoplie de méthodes possibles maintenant.
Donc le CHT, c'est de l'entraînement continu en hypoxie. C'est utilisé, mais les effets, un peu comme le IHE, sont un peu moindres. Et surtout, vous le voyez, ce sont des efforts à haute intensité qui permettent aussi d'améliorer la performance. Et les adaptations physiologiques. Un autre paramètre, je vous le démontrerai sur une slide, et on a ici Charlie Fornacier qui est présent, qui a aussi travaillé sur la thématique. Je ne montrerai pas ses travaux, mais il a prouvé aussi un intérêt à utiliser cette méthode. Et le dernier point, c'est donc l'entraînement de force en hypoxie, qui permet également de maximiser la performance. Donc vous voyez la panoplie d'outils à disposition des préparateurs physiques. Donc on va les voir très succinctement. Donc la première, l'IHT, donc là c'est du travail intermittent en hypoxie. Donc sur cette expérimentation, ce n'était pas tout à fait de l'intermittent en tant que tel, vous voyez 2 fois 12 minutes au deuxième seuil ventilatoire. Mais l'intérêt avec ces méthodes, c'est que à la fois sur de la performance ou sur la VO2 max, on bénéficie de gains significatifs non négligeables. Et ces auteurs ont été voir les mécanismes. Donc là, vous avez sur des prises de biopsie, sur ces sujets, une multitude, comme je vous l'ai dit en introduction, de signalisations qui permettent de déclencher des adaptations périphériques et qui participent donc au gain de performance qu'on a pu voir. De cette étude est née en fait la répétition de sprint en hypoxie. Donc ce sont les collègues lausannois, Raphaël Fess, sous la direction de Grégoire Millet, qui ont développé pour la première fois donc la méthode 2011 avec des cyclistes. Donc ça consiste à répéter des efforts très brefs, explosifs, maximales, avec des récupérations incomplètes. Vous le voyez, 3 séries de 5 sprints de 10 secondes, 20 secondes de récupération et 5 minutes entre chaque série. Bien évidemment, réalisé en normoxie, donc au niveau de la mer, ou alors en hypoxie à 3000 mètres. Vous avez les résultats du groupe, notre groupe contrôle, qui s'entraîne au niveau de la mer. Donc, effectivement, vous voyez tous ces changements. Donc, en blanc, les tests pré-intervention, en noir, les tests post-intervention. Et il s'agit d'un entraînement qui fonctionne. Donc, c'est un résultat en soi, c'est très intéressant. Entraîner la composante donc, de répétition de sprint fonctionne et vous améliorez votre performance. Regardons maintenant ce qui se passe en termes donc, de répétition de sprint en hypoxie. Vous avez, de la même façon, peut-être de façon un peu plus marquée, des gains également après intervention. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un seuil pour déterminer l'arrêt de l'exercice, et les chercheurs ont montré, donc sur RSN, ont répété exactement le même nombre de sprints. À l'inverse, avec le RSH, après intervention, les athlètes étaient capables de répéter et donc de mieux tolérer, mieux résister à l'apparition de la fatigue. Donc ça, c'est un autre résultat en soi qui était extrêmement intéressant. Donc, les travaux ont continué. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais on a été très actifs et on a reproduit ces différents protocoles avec différents sportifs. Donc, une de mes études avec des joueurs de football sur une durée plus longue, sur une altitude similaire. On était aux alentours de 2900 mètres, avec par contre un contenu un peu différent, parce que pas forcément le même niveau d'athlète. Mais là, vous le voyez sur ce test spécifique de répétition d'agilité de sprint. Je ne sais pas si la traduction est parfaite, mais c'est un changement avec un changement de direction, une course avec changement de direction à 90 degrés. Et là, vous le voyez, on a à la fois des changements significatifs quand on répète des sprints en conditions normoxiques au niveau de la mer, mais on a des changements plus importants lorsqu'on le fait en hypoxie. Donc on a à nouveau validé, vérifié l'importance et l'intérêt de cette méthode RSH. Et comme je vous l'ai dit, on l'a décliné, donc on n'était pas forcément avec des athlètes et des populations de haut niveau, c'était une critique. Ça a été fait donc avec les joueurs de l'équipe nationale du Pays de Galles, avec un étudiant encadré en thèse par Grégoire Millet, qui a démontré de la même façon. Donc là, le principe était aussi très intéressant, c'est que vous l'avez vu avec les différentes présentations qui ont précédé, notamment celle de Thibaut Giroud, qui a montré qu'ils avaient un temps très contraint, très restreint
pour préparer les athlètes. Et là, c'était le cas. Donc, on est passé sur des méthodes où on avait non pas 6 séances sur 2 semaines, mais seulement 4 séances pour que la partie rugby reste importante. Ce qui est intéressant, c'est que le RSN, on n'a pas trop d'effet avec seulement 4 séances. Par contre, avec des athlètes et joueurs de rugby élite, on a montré un bénéfice en utilisant donc la réaction de sprint en hypoxie. Ça a été également validé sur le haut du corps. Donc là, vous le voyez, très peu d'effets en normoxie et des effets significatifs en hypoxie. Tout ça, ça nous a amené en fait à faire ce qu'on appelle une méta-analyse, donc reprendre toutes les études qui ont été publiées et de vérifier donc l'effet statistique de ces différentes études. Donc vous pouvez constater, il y avait 2 études qui étaient plutôt négatives. Celle-ci était négative, mais finalement sur les résultats, il n'y a pas d'effet si négatif que ça. Et une autre étude de Goods qui avait montré un effet délétère. Ce qui est aussi intéressant de savoir pourquoi ça ne marche pas tout le temps. En tout cas, vous avez ce résultat donc, qui montre bien si on est en faveur d'un entraînement au niveau de la mer ou d'un entraînement en altitude. Et quand on fait la répétition de sprint, on a tout intérêt donc, à s'entraîner et à bonifier donc, les différents paramètres de la répétition de sprint. Ça nous a amené à faire des recommandations spécifiques qui risquent d'évoluer dans le temps, puisque depuis cette méta-analyse, vous aviez 9 études, on en est maintenant à 25. Donc ça mériterait qu'on refasse cette méta-analyse et qu'on révise nos recommandations, puisque certaines études ont été réalisées avec des niveaux d'altitude plus importantes, pas forcément avec des gains qu'on pouvait espérer, qui montre bien qu'on a un niveau et qu'il y a toujours un effet dose-réponse intéressant. Et il reste encore beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre les mécanismes derrière. Alors, je vous ai mentionné l'hypoventilation, le VHL. Donc, en fait, c'est l'altitude du pauvre. Vous n'avez pas de matériel, mais vous voulez quand même essayer de décroître donc, la saturation en oxygène. Et là, vous le voyez, on est capable, donc en expirant et vidant ses poumons, donc une expiration complète, et réaliser un exercice de sprint en, entre guillemets, apnée. Vous reprendrez votre respiration, bien évidemment, pendant la récupération. Donc, vous voyez qu'on peut désaturer sur chaque sprint. Et sur l'ensemble, on a significativement une désaturation plus importante que dans la condition où l'on respire normalement. Donc, on a potentiellement intérêt à utiliser cette méthode aussi. Là, vous avez sur le groupe RSN des changements significatifs. Comme je vous l'ai montré avant, ça fonctionne. Et avec le RSH VHL, on a également des gains significatifs. Et comme pour FES, on est capable de mieux tolérer, mieux résister à la fatigue. Donc il y a aussi un grand nombre de travaux qui ont été principalement menés par Xavier Warrant sur la méthode. Passons maintenant au travail de force en hypoxie. Donc là, l'idée, c'est de... le professeur Duchâteau l'a un peu démontré ce matin, c'est peut-être de jouer non pas sur le stress mécanique, parce que vous voyez, on va avoir des charges relativement faibles. Par contre, on va induire un stress métabolique supplémentaire. Et avec ces méthodes, donc vous le voyez, 6 séries de 25 répétitions à 20 ou 30% du 1RM, on est en mesure de constater des effets sur l'hypertrophie, sur la force maximale et également sur la vitesse maximale. Donc on a vraiment le spectre hypertrophie, force maximale et transfert sur de la vitesse chez les athlètes. Donc on a mentionné ce matin le KATSU, il apparaît ici. Donc vous avez en vert l'entraînement de force en hypoxie qui est bénéfique, pas forcément pour toutes les paramètres. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des possibilités avec le KATSU dans ces études qui est peut-être meilleur que l'entraînement de force lui-même. Alors on est sur des dosages très faibles de force. Pareil, des auteurs ont fait une méta-analyse donc, de ces différentes études, à la fois qui ont été réalisées sur les membres inférieurs ou les membres supérieurs, et vous constatez un effet en faveur donc, des méthodes hypoxiques. Et puis, bien évidemment, les préparateurs ou les scientifiques se sont posé la question, si ça fonctionne avec des charges légères,
Pourquoi ne pas chercher dans le spectre de la force maximale, donc 70% de RM, 85 à 92% de 1 RM, avec donc, j'ai pas mis le nombre de répétitions, mais là 10 répétitions, des répétitions moindres par rapport à ce qui avait été fait. Et de la même façon, vous voyez des résultats sur l'hypertrophie et des résultats sur la force maximale sur le 1 RM. Et de la même façon sur des tests isométriques. Donc ça fonctionne aussi. Donc ce qu'il faut retenir sur cette deuxième partie, on n'a pas vu l'ensemble des méthodes, mais c'est que ce fameux paradigme de vivre en plaine, s'entraîner en haut, permet donc d'utiliser une panoplie de méthodes pour booster la performance. Et puis surtout, ce sont des adaptations périphériques musculaires qui permettent donc de développer, on l'a vu, l'hypertrophie, la force, la vitesse et surtout de retarder l'apparition de la fatigue avec le RSH. Ma dernière partie, donc, elle concerne la combinaison des méthodes. Donc, je reprends le panorama. On a vu le LHTH, le LHTL, tout ce qui est chronique. On a vu tout ce qui est entraînement hypoxique, sous la dénomination LLTH. Et vous voyez en jaune deux méthodes, LHTHL, qui est la combinaison de ces deux méthodes. Je n'ai pas fait le lien, mais c'est LHTH et LHTL. Et puis, une autre méthode que nous avons développée, encore une fois avec Grégoire Millet, qui est le LHTLH, donc qui reprend le LHTL et qui est combiné avec du RSH. Donc l'idée initiale, c'était de booster pour les sports collectifs à la fois les qualités anaérobies avec le RSH et les qualités aérobies avec le LHTL. Donc très rapidement, le LHTHL, comme je vous l'ai dit, s'entraîner et vivre en montagne et puis redescendre en plaine pour faire des séances d'intensité donc à un niveau moindre. Une seule étude a été réalisée à ce jour. Donc là, 4 semaines d'entraînement. Donc il y a eu plusieurs groupes. Un groupe contrôle, un groupe qui n'a fait que du high-high sur les 4 semaines, un autre groupe qui a fait du high-high, donc vivre en haut, s'entraîner en haut sur 3 semaines. Et puis ce fameux groupe, donc LHTHL. Même format que sur l'étude de Levin, donc une lead-in, des tests pré, des tests post et des mesures à échelle régulière, à échéance régulière pour voir les effets retardés potentiels. Donc là, vous voyez les pourcentages de changement sur de la performance, donc sur du 100 ou du 200 mètres nage libre, et on voit bien qu'on a un déclin donc avec les différentes méthodes d'entraînement, mais que le déclin est encore plus intéressant et plus important avec cette nouvelle méthode combinée. Passons maintenant à la dernière méthode, donc celle que nous avons développée, LHTLH. On va faire honneur à nos collègues belges, puisque c'était l'équipe de Leuven qui avait participé à cette expérimentation. Donc on les a emmenés au Qatar. À l'époque, je travaillais au Qatar, donc on a pu bénéficier du matériel hypoxique et puis aussi d'une nouveauté technologique qui est un tunnel hypoxique de 45 mètres de long qui permettait de reproduire donc, les activités de sprint en conditions écologiques, ce qui est nettement mieux aussi que de faire l'exercice dans des conditions qui ne sont pas spécifiques à l'activité. Donc on a repris un peu le modèle de Levin, un groupe contrôle qui restait en Belgique, qui s'entraînait de façon contrôlée et qui vivait donc au niveau de la mer. Un groupe qu'on a appelé LHTL, donc qui vivait de façon chronique dans les chambres hypoxiques plus de 14 heures par jour et qui s'entraînait en répétition de sprint au niveau de la mer. Donc vous voyez le protocole, là on a réduit, on était sur de la course à pied, donc on est sur des 4 séries de 5 sprints de 5 secondes, juste la distance parfaite pour sprinter et décélérer dans le tunnel. 5 minutes de récupération entre chaque, et notre groupe d'intervention, donc entre guillemets, innovateur, où on combine donc le LHTL avec le RSH, donc les mêmes méthodes, mais cette fois-ci à 3000 mètres d'altitude. Donc là, je vais vous montrer, on a fait des mesures pré, post 3 semaines, et sur la variable donc, de l'hémoglobine masse, vous le voyez comment on mesure sur la vidéo, et comparativement au groupe contrôle où on n'a aucun changement constaté, on voit que les deux méthodes, donc les deux expositions chroniques, permettent d'améliorer la masse en hémoglobine, comme sur les acclimatations, et qu'elle est même maintenue
presque 3 semaines après. Donc ça, c'est un point important pour nous en termes de planification. Et de l'autre côté, bon, on a réussi, c'était pourtant des athlètes élites, à faire des biopsies sur eux et de pouvoir donc vérifier, à l'instar de la méthode IHT, où même Raphaël Fess l'avait fait avec ses cyclistes, de vérifier qu'on avait bien, en fait, toutes les signalisations moléculaires qui permettent les adaptations donc, périphériques et qu'on espérait voir transférer sur de la performance. Et c'est ce qu'on a pu voir, vous le voyez à l'écran. Donc sur la composante RSA, on a mesuré le temps cumulé sur les différents sprints. Et donc vous pouvez constater que par rapport à la condition pré, on est en mesure d'être bien plus performant en termes de temps sur ces deux méthodes. Et le point intéressant, c'est qu'on était, après 3 semaines, en mesure avec cette méthode LHTLH, de pouvoir maintenir donc, ces gains de performance sur la durée. Et puis, sur la composante aérobie, donc sur un yo-yo test, on voit aussi une augmentation de la distance parcourue, point non négligeable, donc immédiatement après, et puis éventuellement après une petite accumulation de fatigue, 3 semaines après, on a encore des gains plus importants ou liés aussi à une mise en place ou une continuité des adaptations physiologiques. Donc les derniers points sur cette méthode, ben voilà, la combinaison des méthodes chroniques et aiguës fonctionne pour booster et accompagner donc les athlètes pour optimiser leur performance, et ce, à partir d'adaptations donc simultanées, des qualités à la fois anaérobie et aérobique. Donc c'est un point important, on peut gagner du temps en utilisant ces méthodes, et en termes de planification aussi, ça a son importance. Voilà, alors juste pour faire le point très rapide, on est maintenant aussi sur de nouvelles combinaisons, et on va même aller plus loin en essayant de combiner les différents stress. Donc je vous ai parlé de chaleur au tout début, on commence à imaginer des plans, il y a déjà eu quelques publications, sur la combinaison à la fois de l'altitude et de la chaleur. Mais encore une fois, c'était Jean-Pierre ce matin qui a cité Paracelse sur le poison. C'est la dose qui fait le poison. Ben, c'est exactement ça. Là, il va falloir travailler pour bien connaître la dose réponse et pouvoir optimiser les interventions. Donc s'il vous faut retenir quelque chose de cette présentation, ben, c'est qu'on voit qu'on a de nouvelles méthodes à disposition qui vont bien au-delà du bagage qu'avaient les préparateurs physiques, et c'est des méthodes qui se développent de plus en plus, qui sont de plus en plus utilisées dans les clubs professionnels, dans les structures professionnelles. Bien évidemment, ça demande des financements, donc c'est pas toujours accessible, mais on voit aussi un développement, même sur le territoire français, de plus en plus de structures qui utilisent ce matériel, donc qui permettront d'optimiser la performance. Là, je m'éloigne un peu, mais on irait même plus loin, d'optimiser aussi peut-être la santé sur certaines pathologies. Le deuxième point, c'est que la combinaison des méthodes à la fois chroniques et aiguës permettent donc de développer de façon concurrentielle les facteurs anaérobie et aérobie. Et bien évidemment, il reste encore plein de voies à explorer. Donc ça sera l'une de mes dernières slides. Et avec les collègues, dont Vincent Pialou ici présent, on a eu un financement dans le cadre donc, de la préparation olympique pour les Jeux de 2024, où avec donc 8 structures académiques, on va accompagner 6 fédérations, et nous allons travailler sur 4 lots de travail, 4 lots de tâches sur donc, les expositions chroniques, sur les expositions intermittentes, et puis, je vous en ai parlé, sur la combinaison des différents stress ou leur crosstalk. Donc tout ça pour essayer de faire les meilleures recommandations possibles pour les Jeux de 2024 et certainement les prochaines échéances aussi où on le voit encore une fois aujourd'hui, la chaleur est présente, donc le dérèglement climatique est présent, donc il faudra trouver les différents moyens pour pallier à ces différentes conditions. Je vous remercie de votre attention, et si vous voulez des informations supplémentaires, vous avez accès donc en open access donc de façon libre sur les réflexions sport où on traite de l'hypoxie. Donc vous revoyez toutes les méthodes.
Et puis, le dernier qui est sorti récemment sur un groupe d'accompagnement dans le cadre du réseau Grand INSEP, qu'on a dénommé Astre, et qui est justement à l'intention des cadres, des entraîneurs, des athlètes, pour essayer d'apporter des recommandations et d'aider nos athlètes à optimiser leur performance. Merci à vous.